Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'évoquer ces sujets passionnants. Donc on s'est réparti le rôle avec Catherine. Moi je vais plutôt me concentrer sur l'aspect agronomique des cultures en agrivoltaïsme et Catherine parlera de l'élevage, des animaux d'élevage et des pâturages. Donc voilà, j'ai intitulé mon intervention « Marche à l'ombre, dernière nouvelle des cultures en agrivoltaïsme ». Et je voudrais quand même commencer par quelque chose qui est important, qu'il faut quand même souligner. C'est que la science avance. Vous allez voir un petit peu des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Le mouvement est vraiment mondial et donc il est quasiment irréversible parce que même si en France on s'arrêtait aujourd'hui, comme on le craint parfois, ailleurs ça continue très vite. Et donc on reprendra le train avec du retard si on prend du retard maintenant, mais ça le fera. Et à la fin, comme disait Xavier Daval, c'est toujours le soleil qui gagne, donc on y arrivera. Cette photo, ce sont les participants du dernier congrès mondial sur l'agrivoltaïsme à Freiburg, en Allemagne, au mois de juillet. On était 500 participants de plus de, je ne sais plus, 37 pays. C'est pour vous indiquer la puissance du mouvement. Il y a actuellement tous les pays du monde s'y mettent, les pays tropicaux y compris. Donc on a un vrai mouvement qui est très important. Et depuis le tout premier congrès que j'avais organisé en France, qui avait été en virtuel à cause du Covid, on en était au 6e congrès. Le prochain est en Inde, à New Delhi, en octobre l'an prochain. Et les suivants sera peut-être en France. La France a posé sa candidature avant un autre, probablement en Chine, l'année d'après. Donc vous voyez que les choses bougent beaucoup de ce point de vue-là. Je voudrais quand même insister, parce que je participe à beaucoup de réunions sur l'agrivoltaïsme et je fais face, et comme le disait tout à l'heure notre président Vergniaud, c'est que, ou non, c'était plutôt Daniel Bourg qui disait ça, on a énormément de fake news, ça n'arrête pas. Et en général, quand on veut nous attaquer, on dit l'agrivoltaïsme, ça ne marche pas parce que les rendements agricoles diminuent un peu et puis les rendements électriques diminuent un peu. Oui, bien sûr, mais alors, on a les deux en même temps. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance que c'est. Pour moi, c'est le phénomène majeur de l'agrivoltaïsme. Donc ça, je le rappelle toujours, il faut toujours comparer l'agrivoltaïsme à la séparation, à une centrale PV au sol et à de l'agriculture. On a une équivalence en termes de production avec 1,4 à 1,5 hectares au moins, parce que les résultats scientifiques varient entre 1,3 et 1,8 hectares. Donc c'est une intensification écologique basée sur la meilleure utilisation du soleil. Ça, il faut le rappeler et le rappeler et le rappeler. Donc, je dis toujours, il faut bien se rappeler qu'un coefficient de 1,5, ça veut dire qu'une ferme agrivoltaïque de 100 hectares produit autant d'électricité et de produits agricoles qu'une ferme de 150 hectares où on les séparerait. C'est quand même pas rien. Alors, ce qui est très intéressant d'un point de vue de la recherche, c'est que la bibliographie est galopante. Les publications s'enchaînent semaine après semaine. Moi, j'ai une veille chaque semaine. Et chaque semaine, je passe de plus en plus de temps à regarder tout ce qui sort. On en est à plus de 600 publications aujourd'hui. C'est difficile de trier les innovations et les répétitions, mais c'est pas mal. Et puis, il y a quand même beaucoup d'articles qui ne sont pas très utilisables. Donc, il va falloir qu'on fasse un effort auprès de la communauté scientifique pour qu'on normalise les choses et qu'on puisse comparer les expériences. Une nouvelle synthèse sur les rendements agricoles est nécessaire. J'en avais fait une fin 2023. La base de données s'enrichit tellement vite que c'est difficile de les incorporer au fur et à mesure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs équipes internationales qui sont sur le coup. Je ne sais pas qui va la sortir le premier. Je pense que ce sont les Allemands, mais on verra bien. Voilà, donc on a de ce point de vue-là quelque chose en cours qui est très important, puisqu'évidemment, si on veut protéger l'agriculture, il faut qu'il y ait une production agricole sous nos systèmes. Je vais aujourd'hui vous présenter deux résultats de synthèse récentes, une à laquelle j'ai participé, pas l'autre, qui vont vous permettre d'avoir une idée de vers quoi on évolue en ce moment en termes de recherche internationale. Cet premier article que nous avons publié il y a quelques mois va enrichir notre connaissance globale de l'effet des systèmes agrivoltaïques sur les rendements agricoles en introduisant un nouveau facteur qui jusqu'à présent n'était pas utilisé. Vous vous rappelez peut-être de cette courbe que j'avais présentée dans ma synthèse il y a 2 ans qui montrait que globalement, plus on met de panneaux, moins on a de production agricole de manière statistique, ce qui est assez logique. Mais cette étude ne faisait référence qu'au taux de couverture, c'est-à-dire à l'ombre finalement, à la quantité de lumière reçue par les cultures. Dans cette nouvelle étude, qui est basée sur
tous ces points rouges que vous avez sur la carte. Donc vous voyez qu'il y a maintenant des références qui viennent du monde entier, de la Chine à l'Australie, en passant même par l'Amérique du Sud. On va introduire un nouveau facteur qui est très important, qui est la prise en compte du stress hydrique sur la culture. Donc on va expliquer les rendements des cultures non seulement par l'ombre, mais également par la présence de stress hydrique sur les cycles des cultures. Donc pour ça, on utilise un indicateur de stress, peu importe aujourd'hui, qu'on calcule à des valeurs mensuelles pendant le cycle des cultures, et on va faire un modèle statistique qui va nous permettre de prévoir le rendement des cultures sous le système agrivoltaïque. Et voilà le résultat. Vous avez à gauche le graphe où il y a prise en compte uniquement de la compétition pour la lumière. Et à droite, celui où on prend en compte l'apparition de stress hydrique. Vous voyez que la relation entre le rendement prédit et le rendement observé est bien meilleure quand on introduit le stress hydrique dans l'analyse du résultat des cultures en agrivoltaïsme. Alors, ceci est assez intéressant, mais si on regarde dans le détail, ce n'est pas la même chose pour les différentes cultures. Vous voyez que c'est l'augmentation, c'est l'augmentation du taux du R2 sans le stress hydrique et avec le stress hydrique. Vous voyez que cette augmentation est forte, sauf pour deux catégories de cultures dans cette étude, les fruits et les fourrages et les prairies. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vient essentiellement de ce que l'échantillon reste trop faible, trop mince, pas assez fort, pas assez significatif. Pour les fruits, c'est le graphe qui est en bas à droite, on avait essentiellement des résultats sur pommiers, sur vignes et sur kiwis. Parce que c'est évidemment une étude qu'on a faite sur des cultures non irriguées. Si on prend en compte le stress hydrique, c'est sur des cultures non irriguées. Donc, vous voyez, puis j'ai mis en grisé les légumes à feuilles parce qu'il n'y avait pas assez de données pour qu'il y ait une valeur statistique dans l'analyse. Toujours est-il que cela nous permet de voir que l'agrivoltaïsme se prédit beaucoup mieux quand on connaît les stress hydriques que subissent les cultures. Et ça peut avoir des implications réglementaires assez fortes. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est efficace quand on est sur des cultures qui souffrent de sécheresse ou de chaleur. Eh bien, ça veut dire qu'on peut revoir un petit peu la manière dont la réglementation gère l'agrivoltaïsme aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut une approche statistique, on ne peut pas faire un cas par cas, mais ça, c'est valable pour fonder des politiques publiques. Par contre, il y a une question d'éthique générale, c'est est-ce qu'on veut que l'agrivoltaïsme se développe partout ou pas? Or, en fait, il y a des zones où il y a du stress hydrique, il y a des zones où il n'y en a pas, où il y en a moins. Et si on a les mêmes seuils d'exigence de rendement pour les cultures sous les systèmes agrivoltaïques dans toutes les zones, alors on va de facto interdire l'agrivoltaïsme là où il n'y a pas de stress hydrique. Et c'est pour cela qu'on est obligé de réfléchir à la manière dont on veut le développement de l'agrivoltaïsme et dont on va mettre les seuils de rendement exigés pour être conforme à la réglementation agrivoltaïque. J'ai mis un tout petit exemple, voilà, ici. Par exemple, si aujourd'hui on a un seuil de 90% du rendement qui est exigé par la loi. Vous savez probablement ce que j'en pense, mais je pourrai y revenir plus tard. Si on fait ça, si on met 90%, on ne pourra pas faire d'agrivoltaïsme dans les zones où il n'y a pas de stress hydrique globalement, donc toute la moitié nord de la France. Et donc, on pourrait avoir des seuils qui sont différents en fonction des niveaux de stress que rencontrent les cultures. Voilà une idée qui peut résulter de ce type de choses. Également, ça nous indique une chose, c'est que quand on veut définir des technologies éprouvées, affiner des seuils réglementaires, optimiser la partie PV des projets, on est obligé de faire référence à des conditions pédoclimatiques. Et ces conditions pédoclimatiques, elles sont extrêmement complexes. C'est du sol, c'est du climat. Mais ça pourrait aussi être beaucoup plus simple si on basait ça sur les risques climatiques au stade clé des cultures. Parce que ces risques climatiques, ils intègrent toutes les dimensions pédoclimatiques qui environnent l'agriculture. Donc par exemple, j'ai mis un exemple là pour les céréales d'hiver en France. On pourrait avoir un indicateur qui serait le déficit hydrique ou l'excès thermique lors du remplissage du grain. Et on pourrait avoir les zones à fort risque, très fort risque, 4 années sur 5, à risque intermédiaire, 2 ou 3 années sur 5, et à risque faible, 1 ou 0 ou 1 année sur 5. Et en fonction de ce seuil, on pourrait définir les exigences qu'on a sur le rendement de la culture en agrivoltaïsme. On aurait quelque chose de beaucoup plus opposable et beaucoup plus gérable. Deuxième synthèse que je vous présente très rapidement parce que
pour moi, elle montre bien les difficultés auxquelles on est confronté. C'est une synthèse qui a été faite sur les petits fruits. Alors, en général, les petits fruits sont réputés être une culture tolérante à l'ombre, qui est donc très favorable à des systèmes agrivoltaïques. Et donc, ce sont des collègues de Wageningen qui ont publié cette synthèse très récemment. Alors, ça, c'est la liste des études. Ça me fait mal, mais il n'y a aucune étude en France, pratiquement aucune étude en Europe. C'est tout basé sur des études qui sont un peu partout dans le monde. Les données disponibles sont disponibles pour le cassis, la mûre, la myrtille et la fraise. Il n'y avait pas assez de données pour la framboise ou pour la groseille. Ce ne sont que des expériences avec des filets d'ombrage. Ils ont distingué les sites à fort et à faible ensoleillement, les courbes bleues et rouges. Et ils distinguent donc les espèces qui aiment l'ombre, qui tolèrent l'ombre ou qui craignent l'ombre. Pardon. Peut-être revenir. Et donc, vous voyez que globalement, on a une très grosse différence entre les situations avec de forts ensoleillements, rouges, et les situations avec faible ensoleillement, bleu, avec des effets beaucoup plus intéressants lorsqu'on est dans des zones à très fort ensoleillement. C'est logique, mais ça aussi, ça nous emmène vers une critique de la réglementation uniforme pour toutes les cultures et pour toutes les situations. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, alors là, en l'occurrence, il n'y avait que la mûre qui était vraiment une espèce qui semble aimer l'ombre. C'est une espèce forestière, etc. Et qui en bénéficie vraiment sous climat très lumineux. Les autres tolèrent l'ombre, sauf la fraise qui visiblement craint fortement l'ombre. Ça remet en cause aussi les mesures sous filet d'ombrières, parce qu'on ne peut pas les extrapoler au système agrivoltaïque dans la mesure où les ombrières sont placées que sur une partie de l'année sur la culture, alors qu'en agrivoltaïsme, nos installations sont toute l'année sur la culture. Ça change beaucoup de choses au niveau notamment des plantes pérennes. Et puis, ça a également mis en lumière la faiblesse de l'analyse de Laube et al. Qui avait classé tous les petits fruits rouges dans la catégorie qui bénéficiait vraiment de l'agrivoltaïsme, parce qu'en fait, on se rend compte que grâce à cette étude, que l'échantillon de Laube et al. Était constitué uniquement d'essais en zone à très fort ensoleillement, donc des zones où c'était favorable évidemment aux petits fruits. Vous voyez que c'est plus subtil. Et donc les implications, là aussi réglementaires, il y en a, c'est qu'on a un paradoxe, c'est que finalement, ce qui fait que les petits fruits sont adaptés à l'agrivoltaïsme, c'est l'intensité du rayonnement. C'est les zones à faible nébulosité et basse latitude. Donc on est sur quelque chose qui est finalement différent de ce qu'on imaginait. Et puis donc ça remet en cause ces exigences réglementaires et il faudra qu'on en discute et je pense que c'est des évolutions qu'il faudra avoir dans le futur. Je vais terminer mon intervention en élargissant. Là, je vous ai donné un petit peu un état des lieux de synthèse scientifique en cours, mais il est évident que l'agrivoltaïsme ne va pas sauver toute l'agriculture, comme on l'a dit, notamment parce que ça ne va concerner qu'une partie infime du territoire. Et donc, il y a un débat au sein des chambres d'agriculture, au sein du monde agricole, assez important, sur comment on insère l'agrivoltaïsme dans un ensemble d'autres pratiques de transition agroécologique. Et j'ai été invité la semaine dernière par la Chambre d'agriculture de Bretagne dans un débat où on a beaucoup discuté de la relation entre l'agrivoltaïsme et les autres pratiques agroécologiques de transition. Et donc, de ce point de vue-là, il faut bien voir que les deux pratiques, moi je parle d'agroforesterie parce que c'est une de mes spécialités, mais il y a des points communs entre les deux. Les deux, c'est que ce sont des cultures et des pâtures qui sont partiellement à l'ombre et donc qui fonctionnent en compétition avec autre chose. Mais les enjeux sont très différents. L'agroforesterie, c'est surtout favorable par rapport au climat, la fertilité, la biodiversité, le paysage, et c'est accessible sur tout le territoire. L'agrivoltaïsme, c'est aussi pour le climat. Ça peut libérer des terres pour l'agriculture. Si on faisait de l'énergie électrique au lieu de faire des agrocarburants, ça fait des revenus à court terme. Les inconvénients sont différents. Vous voyez, je les ai mis en rouge, je ne vais pas les citer. Mais on voit bien que ce sont des pratiques assez complémentaires. Et donc, on essaye actuellement de travailler sur comment on pourrait concevoir des fermes autonomes énergétiquement et neutres en carbone en combinant les différents leviers de la transition énergétique et de la transition agroécologique. C'était l'objet de ce travail. Là, ce qui en ressort, c'est que ce sont vraiment des systèmes complémentaires. L'agrivoltaïsme ne concernera toujours que des petites zones, mais l'agroforesterie, elle, peut se développer sur de beaucoup plus grands espaces.
Et il y avait une entreprise, Sonagri pour ne pas la citer, qui proposait de financer 10 hectares d'agroforesterie pour 1 hectare d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire d'avoir une approche globale à l'échelle de l'exploitation. Et puis pour la société, les systèmes agroforestiers permettent de mieux insérer le système dans le paysage. Donc on a quelque chose qui est intéressant. Et pour les agriculteurs, on a une complémentarité de revenus. L'agrivoltaïsme fournissant des revenus à court terme et l'agroforesterie à long terme. Donc ceux qui opposent les deux aujourd'hui, agroforesterie et agrivoltaïsme, je pense qu'ils ont tort parce que ce sont deux systèmes différents, complémentaires, qui ne s'adressent pas aux mêmes enjeux et donc qui sont indispensables tous les deux. Voilà, je pense que je ne vais pas entrer plus dans le détail. Alors, des fois, on peut essayer de voir avec l'intelligence artificielle. Pour faire cette synthèse, j'ai fait des interrogations sur l'intelligence artificielle. C'était catastrophique. Ça ne ressortait que des banalités et des fake news. C'était vraiment, méfiez-vous de ça. Donc là, par exemple, j'ai fait dessiner par l'intelligence artificielle une exploitation du futur qui combinerait agrivoltaïsme et agroforesterie. Bon, ça a un certain style, c'est pas mal. Mais par contre, quand je lui ai demandé de combiner les deux sur la même parcelle, ça a donné l'image de droite. Vous voyez que là, on hallucine et que ce n'est pas la peine d'y aller plus loin. Je conclus par les priorités que je ressens pour la recherche. On est aujourd'hui, il faut continuer à avoir des références, ça c'est clair. Il faut, à mon avis, étudier la réduction des intrants en agrivoltaïsme. On est un petit peu encore je transpose en agrivoltaïsme les mêmes itinéraires techniques que ce que j'avais avant, et ça, c'est pas bon. Travailler sur la ferme neutre en carbone par combinaison d'innovation, laisser de la liberté aux développeurs pour avoir des données sur un large spectre de systèmes, ça me paraît important, et c'est contraire évidemment à la loi. Et évaluer les modèles de culture, est-ce qu'ils prédisent correctement le comportement des cultures à l'ombre? Je ne pense pas. Pour conclure, les pièges à éviter, ne pas extrapoler des études trop ponctuelles. Toute étude agronomique doit être replacée dans un contexte fréquentiel des risques climatiques que subissent les cultures. Ça, c'est très important pour pouvoir généraliser. Et aujourd'hui, on a du bruit, on a du mal à prédire les rendements des cultures sous les panneaux. Mais tout ça, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des mécanismes derrière, c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants qui font du bruit chaque fois qu'on fait des mesures. Donc il ne faut pas se décourager, on va y arriver, on aura bientôt des modèles sérieux qui nous permettront de prédire correctement la production des cultures sous les panneaux. Et ça, c'est juste pour donner la parole à Catherine. Merci. Du coup, je vais quand même pas trop parler d'animaux. Ça sera plus les prairies, on va dire. Alors, donc voilà, moi je suis chercheur à INRAE à Clermont-Ferrand, dans une unité qui travaille sur les prairies permanentes. Et donc l'idée aujourd'hui, là, c'était de vous parler d'une étude menée conjointement avec l'INRAE de Clermont-Ferrand et l'INRAE de Lusignan. Et donc, on a intitulé « Réponse contrastée de prairies à faible potentiel de production en conditions agrivoltaïques ». Donc, quelques rappels assez basiques. Donc, les défis de l'agriculture au XXIe siècle, c'est à la fois produire une alimentation saine et aussi respectueuse de l'environnement, mais qui fait face à des pressions, comme le changement dans l'utilisation des terres agricoles, les problématiques d'artificialisation des sols, la déprise agricole, l'érosion de la biodiversité et puis aussi les problématiques de changement climatique, dont l'aridité. Donc les prairies sont clairement menacées par le changement climatique. Donc vous le voyez tous, il y a moins de fourrage, les sols se dégradent, ainsi que la qualité de l'eau et de l'air. On peut perdre des espèces et puis aussi il y a du mal-être animal. Donc les adaptations possibles, c'est faire évoluer la flore, avoir des espèces plus adaptées, des mélanges plus divers en espèces, adapter et proposer de nouvelles pratiques agricoles en termes de parcours, dates de pratique, mixité des troupeaux, s'inspirer aussi de ce qui se passe dans le sud, valoriser la réserve utile des sols, notamment les matières organiques, la profondeur des sols, et puis apporter de l'ombre par des arbres, par des haies. Donc ça, c'est aussi une façon de ralentir la déshydratation des plantes. Donc la lumière, c'est vraiment un facteur très important pour les plantes, puisque quand il y a un manque de lumière, il y a des effets directs sur la transpiration et la photosynthèse, et donc la croissance des plantes.
Mais les plantes sont aussi capables de s'adapter. Donc Christian en a un peu parlé, hein, donc plus ou moins rapidement. Donc en prairie, on a des graminées qui vont être capables de pousser en hauteur pour chercher la lumière. Et donc on va avoir des phénomènes d'étiolement, des plantes qui sont plus hautes mais peut-être moins épaisses. Des feuilles aussi qui changent de forme pour capturer plus de lumière, augmenter l'efficacité de capture. Aussi l'efficience d'utilisation de la lumière qui est augmentée en situation d'ombrage. Donc il y a aussi des études qui montrent que la réponse à la biomasse à l'ombrage, ça répond à la loi des facteurs limitants. Et donc il a été observé que la biomasse pouvait baisser lorsque l'eau et l'azote n'étaient pas limitantes pour les plantes. Par contre, que la réponse de la biomasse à l'ombrage pouvait augmenter lorsque l'eau devenait limitante. Donc les panneaux solaires agissent comme des parasols, des parapluies ou des paravents. On peut voir ça un peu comme ça. Et donc ça a des effets sur la température de l'air, et donc notamment des effets de gel au printemps. On a moins de gel sous les panneaux que dans l'interrang. Une végétation aussi qui est moins soumise à la sécheresse, donc comme on voit sur la deuxième photo, en situation de stress hydrique. Et puis la répartition de la neige, évidemment, n'est pas du tout la même avec la présence de panneaux. Alors j'ai tenté un petit état de l'art sur la réponse de la biomasse des prairies. Donc il n'y a pas tant d'études que ça, il y a une bonne dizaine d'études, mais pas guère plus. Donc en moyenne, on a plutôt une réduction de 31%, mais comme vous voyez, plus ou moins 95%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de variabilité dans les travaux. Donc ici, on n'a plutôt pas d'effet, ici des effets négatifs, là pas d'effet à nouveau. Là, un effet positif et là, un effet très très négatif. Donc il s'agit de comprendre pourquoi on a ces différentes réponses. Les prairies sont plurispécifiques, donc il est vraiment important d'évaluer comment la composition botanique des prairies évolue et comment ça impacte aussi la production de biomasse. Donc il y a encore moins d'études que sur la production de biomasse. Donc globalement, on voit que sur le long terme, on perd des espèces et aussi la composition change. Donc globalement, les graminées sont plutôt bien adaptées à l'ombrage et les légumineuses un peu moins. Donc les objectifs, c'était d'acquérir une meilleure compréhension de la variabilité de la réponse de la biomasse de la prairie, sachant qu'il y a un certain nombre de déterminants, comme la disponibilité en ressources, les stades phénologiques et la composition botanique, qui vont impacter cette réponse. Le design des panneaux va aussi jouer sur la disponibilité en lumière. L'âge des centrales va avoir des effets temporels cumulatifs qui vont potentiellement jouer sur la composition botanique. Avoir différentes zones géographiques, ça permet d'évaluer la réponse de la prairie dans différents pédoclimats, et puis des végétations variées. Donc pour répondre à cet objectif, on a étudié sur 6 sites répartis en France, dans différentes régions, pour acquérir des données expérimentales sur plusieurs années. Alors les sites étaient répartis ici, donc on en a un dans l'Aude, ici en Aix-Auvergne, et puis en Gironde, et puis en Dordogne. Donc on était sur des sites pré-loi Appert, puisque on a démarré les travaux en 2020. Donc les prairies étaient plutôt peu productives et pâturées par des ovins, et nos suivis ont été réalisés en exclos pour étudier les effets directs des panneaux. Alors c'est un tableau, il y a beaucoup de choses dedans. Peut-être retenir qu'on a des taux d'occupation au sol des panneaux entre 38 et 61%. On était sur des panneaux fixes, sur 5 parcs sur 6, et un parc avec des panneaux mobiles. Et puis après, des diversités de conditions pédoclimatiques. Je vous passe les détails. Alors, les résultats de production annuelle. Donc, pardon, on va revenir. Hop. Voilà, donc je compare pour chacun des parcs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 3 barres. La première, c'est le témoin ensoleillé. La barre rouge, c'est l'interrang. Et la barre bleue, c'est sous panneau. Donc ce que l'on voit sur nos 6 parcs, en fait, on en a 2 pour lesquels on a une baisse significative de la production de biomasse.
Sur ces deux-là, on a un taux d'occupation au sol des panneaux qui est supérieur à 50%. Et sur un des sites, en fait, ça s'explique bien par la baisse d'humidité du sol sous panneau. Donc ça produit moins sous panneau aussi parce qu'il y a moins d'eau dans le sol. Pour ce site-là, mais ce n'est pas le cas pour ce site. Le site 5, on a un taux d'occupation au sol qui est aussi très élevé, donc on n'a pas d'effet significatif, mais vous voyez qu'il y a quand même une tendance à la baisse sous panneau, avec une variabilité qu'il peut y avoir entre nos modalités. Sur les parcs 3 et 4, pas d'effet, et sur le parc 6, un effet positif. Et dans ces trois cas, on est sur un taux d'occupation au sol inférieur à 50%. Dans le cas du site avec les panneaux mobiles, la baisse du témoin, en fait, s'explique aussi par le fait que l'humidité du sol est plus faible dans ce témoin que dans les deux autres modalités. Donc, globalement, pas d'effet de l'âge, puisqu'on a des sites qui sont soit jeunes, soit anciens, où on a une baisse. Et puis d'autres sites où les effets, l'âge ne joue pas. Donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus une grande diversité d'âge de sites, entre 2 et 13 ans. Donc pas d'effet de l'âge, peu d'effet de l'humidité du sol, mais on l'a vu quand même qu'il pouvait expliquer les résultats, et pas d'effet de la disponibilité en azote. Donc je vous avais parlé de la loi des facteurs limitants, ça ne semble pas s'appliquer sur notre dispositif. Un résultat, par contre, qui est beaucoup plus clair, c'est sur la qualité du fourrage en termes d'azote total dans les tissus. Donc, partout, on a plus d'azote sous les panneaux comparé à l'interrang ou aux témoins. Donc ça, c'est vraiment des plantes qui s'adaptent et donc qui concentrent l'azote dans leurs tissus. En termes de parois végétales, donc de fibres, on est plutôt sur pas d'effet entre traitements. Donc globalement, ces effets peuvent s'expliquer par le fait que les plantes ne sont pas au même stade phénologique, qu'on n'a pas non plus les mêmes espèces et qu'en plus les plantes ont une certaine plasticité. Donc ça veut dire que sur ces parcs, on a une diversité de qualités fourragères par rapport à des prairies standards. En termes de composition botanique, ici, c'est simplement les groupes diverses graminées et légumineuses. Alors, on avait l'information que sur 3 des parcs, donc globalement, ce qu'on voit en vert, une augmentation des graminées sous panneau. Donc, globalement, on a une majorité de graminées, mais elles dominent sous panneau. On a des changements qui sont très rapides, puisqu'au bout de 2 ans, on observe ces changements-là. Et puis, on observe sur le site qui a des panneaux mobiles, un maintien des légumineuses sous les panneaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour conclure, donc on a des réponses variées des prairies sous panneaux, avec une baisse de la biomasse, avec des taux d'occupation au sol qui sont supérieurs à 50% et un maintien avec des panneaux moins denses. La composition floristique change très rapidement, quel que soit le taux d'occupation au sol, et on a une augmentation de la qualité fourragère. Donc ce qu'il faut voir là, c'est qu'on compare des communautés végétales qui sont très différentes entre nos différentes modalités, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on travaille sur des monocultures comme les arbres fruitiers, la vigne ou des cultures annuelles. Donc pour interpréter les résultats, il faut aussi regarder la composition floristique. Ces effets sont-ils généralisables? Donc ça, c'est une question, puisque là, on a travaillé sur quelques années et puis sur pas beaucoup de sites non plus. Est-ce que ça s'observe aussi sur du plus long terme? Donc il reste à confirmer avec des designs de panneaux qui se rapprochent d'un TOS inférieur à 40%. Et puis ce qui semble important, c'est de collecter des données standardisées avec des protocoles qui le sont aussi. Il y a peu de travaux sur les impacts écologiques et sociaux, donc ça, il faudra s'y coller dans les prochaines années. Donc les questions, c'est quel design de panneaux pour optimiser l'activité agricole, quelles espèces végétales semer sur le long terme, quelles adaptations des pratiques aussi pour favoriser la végétation prairiale sur le long terme dans ces situations-là, puisqu'on est sur des systèmes complètement différents des prairies classiques. Et donc, et autre question, comment limiter les perturbations liées à l'installation des panneaux? Donc ça, c'est peu évalué. Et je pense que c'est vraiment important de savoir comment limiter le chantier, puisque ça a des impacts sur le tassement du sol. Donc il est important de pouvoir démarrer les suivis pour nous en chercheurs dès le début, et aussi d'échanger avec l'éleveur, ce qu'on n'a pas pu faire dans ces premiers travaux.
Et puis la problématique de la référence du témoin ensoleillé non perturbé par le chantier, ça c'est une vraie question, puisqu'en fait on base tous nos résultats sur la comparaison d'un témoin. Donc il est important de pouvoir choisir des zones périphériques dans les parcs qui ne soient pas impactées par la présence des panneaux par le chantier. En termes de priorité de recherche, ce sera des suivis spatio-temporels sur des parcs qui vont respecter le taux d'occupation au sol. Et puis, donc, pour nous, les chercheurs sur les prairies, c'est les prairies rendent de nombreux services. Et donc, qu'est-ce qui va advenir de ces services sur le long terme avec la présence de panneaux solaires? Donc bien sûr, c'est nourrir les animaux d'élevage avec une quantité qualité de la ressource fourragère, mais c'est aussi le service d'atténuation du changement climatique, puisque les prairies stockent sur le long terme du carbone dans les sols. Donc qu'est-ce qui va devenir de ce carbone à long terme et de la qualité des sols? Et puis, en termes de biodiversité, c'est un réservoir de biodiversité, les prairies, en termes de plantes, d'insectes, etc., de vers de terre. Donc, qu'est-ce qui va devenir de l'ensemble de ces services? Donc, il est vraiment important de faire un focus sur les autres services que les services de production agricole. Et puis, on en a un petit peu parlé, l'acceptation sociétale, localement et globalement, c'est vraiment indispensable pour continuer. Je vous ai ici mis l'article dans lequel, donc, sont présentés ces résultats. Donc, si vous voulez que je vous fasse passer l'article, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le ferai passer. Et voilà, et remerciements. Merci beaucoup. On a le temps de prendre quelques questions. Donc, je voulais vous remercier déjà tous les deux et puis rappeler qu'il y aura un replay de cet événement et donc vous pourrez retrouver les slides de nos deux intervenants dans le replay. On a un petit peu de temps. Alors, Catherine, je vous ai demandé de rester avec moi et Christian Duprat aussi, si vous voulez y répondre. Est-ce qu'il y a, mesdames et messieurs, des remarques, des ressentis, des questions pour nos deux intervenants? Une main se lève. Merci, Maxime, pour le micro. Merci de vous présenter, monsieur, et de poser votre question. Bonjour, Philippe Vervier, Société Accept Avenir. On est un bureau d'études et de recherche sur l'acceptabilité sociale. Mais je voulais vous poser une question, madame, sur comment vous expliquez l'apparente contradiction entre les premières photos que vous nous avez montrées, où on voyait que l'herbe poussait très bien, et les résultats que vous avez obtenus. Alors, sur les photos, c'est pas de la pousse de l'herbe, c'est le côté vert. C'est ça, en fait. Et c'est pas du tout la même chose, en fait. C'est-à-dire que les feuilles vertes et la capacité à produire de l'herbe en quantité, c'est deux choses différentes. Donc, voilà. Ça s'explique aussi comme ça. Après, il y a des effets saisonniers. Donc là, je vous ai présenté que la production annuelle. Donc, c'est la somme des productions. Et donc, il peut y avoir, sur certaines saisons, des effets positifs, des effets négatifs. Il y a tous les détails dans l'article, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez les mains, si c'est le cas. Allez. Merci. Bonjour, Hugo Battel, Coopérative Oxiane. Je voulais juste que vous puissiez préciser, vous avez expliqué une perte du coût de légumineuses sous dispositif et par contre une augmentation totale plutôt de l'azote dans les analyses. Donc, comprendre la différence, pourquoi en baissant les légumineuses, on a quand même une augmentation. Est-ce que le bilan au global est plus positif, c'est-à-dire malgré la dépréciation des légumineuses, on est au global sur quelque chose de plus riche en azote ou pas? Oui, alors c'est indépendamment des légumineuses, du coup, l'augmentation en azote. C'est vraiment les plantes qui vont concentrer la chlorophylle dans les feuilles parce qu'elles s'adaptent à l'ombrage. Donc les graminées sont vraiment... après, on n'a pas étudié toutes les graminées, mais c'est une famille botanique, c'est une grande famille botanique, donc qui est majoritaire en général dans les prairies, en fait, qui est assez tolérante à l'ombrage. En fait, elles sont même ubiquistes parce qu'elles sont capables d'être à l'ombre d'arbres comme en pleine lumière. Donc c'est vraiment une adaptation des graminées à l'ombrage et c'est assez généralisé. On trouve ça en agroforesterie avec des études avec des toiles d'ombrage, du coup sous panneaux solaires. Après, là où je pense qu'avec moins de densité de panneaux et donc avec plus de lumière, on aura peut-être moins d'effets. Là, on a des effets très marqués parce qu'il y a beaucoup d'ombrage. Donc
Alors, savoir si ça va compenser la baisse de légumineuses, c'est encore autre chose parce qu'on n'est peut-être pas à cette échelle-là. Donc, il y a encore des travaux à mener d'un point de vue plus quantitatif encore. Bonjour, Noé Froissart de la société Escoffi, on est développeurs. Merci beaucoup pour les présentations. J'aurais 2 questions. J'ai eu l'impression dans votre étude que le tracker aurait peut-être de meilleurs résultats, mais en même temps, il y avait un seul cas, donc je ne sais pas si pour vous, c'est possible d'extrapoler aujourd'hui. Et ma deuxième question, ça serait, en France, on fait essentiellement des projets sur de l'élevage. Donc là, on a parlé des résultats en prairie, ce qui est lié, évidemment. Mais est-ce que vous savez s'il y a des résultats scientifiques un peu solides sur l'impact sur les animaux derrière ? Merci. Alors, pour la première, effectivement, en prairie, il n'y a pas beaucoup de travaux à mener avec des trackers. Ça a été beaucoup mené avec des plantes, on va dire, de vignes ou d'arboriculture ou même de maraîchage. Donc, c'est difficile d'extrapoler. Donc là, il n'y a pas tellement de données dans la littérature. Enfin, en tout cas, nous, on a mesuré quand même un peu plus de lumière disponible avec les trackers. Donc ça pourrait expliquer que les légumineuses, en voyant de la lumière peut-être plus souvent dans la journée, mais ça reste encore à approfondir. Et après, votre deuxième question sur l'animal. Alors, je ne vous ai pas parlé de travaux sur le comportement animal, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même un petit peu dans la littérature. Là, nous, on mène actuellement sur un démonstrateur avec des panneaux verticaux bifaciaux. On mène des travaux assez approfondis sur le comportement des animaux, là où ils se positionnent par rapport aux panneaux verticaux, etc. Mais oui, il y a un réel manque de travaux de recherche sur les animaux. Mais c'est en cours à l'échelle INRAE. En tout cas, il y a quand même quelques travaux qui sont menés et aussi à l'international. Merci beaucoup. Il y a encore deux questions courtes, réponses courtes. Bonjour, Béranger Niel de la société Enercop, enfin de la coopérative Enercop. Moi, la question, Christian Duprat parlait de changement d'itinéraire technique pour s'adapter au parc agrivoltaïque et vous parliez du coup en prairie. Est-ce que du coup, sur les 13 années par exemple de le parc de l'Aude, même si c'est vrai que les taux sont assez élevés et permettent assez peu de mécanisation, mais nous, la question qu'on aurait, c'est vraiment de savoir si vous aviez des recommandations sur des projets post-loi APER, sur des itinéraires techniques qui permettent de maintenir une qualité fourragère, notamment via les légumineuses, et s'il y a des travaux en cours là-dessus pour que les exploitants s'adaptent à cette nouvelle contrainte. Alors, ce qu'on peut dire, ce qui est important quand même pour les prairies, notamment chez nous, les prairies, si elles ne sont pas gérées, en fait, on part sur une succession secondaire et on va sur une forêt. Très vite, en fait. On est sur une dégradation très rapide. En quelques années, on va sur des pionnières, des ronces, etc. Donc, ce qui importe tout d'abord, c'est que la prairie soit bien gérée. Donc effectivement, c'est comment l'éleveur doit s'adapter pour faire en sorte de bien gérer sa prairie. Et c'est vrai de ne pas voir, d'avoir les panneaux au sol tels que c'était avant, avec une densité de panneaux très importante, à un niveau bas du panneau, très bas, 1 mètre à peine, ce qui fait que l'éleveur ne voit pas ses animaux. Donc je pense que ça, c'est une problématique qu'il peut y avoir avec ces panneaux. Donc, moi, je n'ai pas de réponse en termes de travaux de recherche là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Je pense que les retours d'expérience des éleveurs, ça serait très utile, justement, parce que c'est souvent les chercheurs, on n'est pas en lien directement avec les éleveurs. C'est rare qu'on arrive à avoir des projets où on a un lien très fort avec l'éleveur. Et ça manque vraiment, je trouve, pour ma chère nos Catherine, travaux. je vois des mains qui se lèvent après ce que tu dis. Là, je crois que Marie-Laure va nous haïr si les éleveurs se mettent à parler. Alors, il y avait Xavier. Non, mais c'est vrai. Bonjour à tous, Xavier Daval. Moi, j'ai une question pour Christian, mais j'ai beaucoup apprécié la notion de corrélation, ou du moins l'amélioration de la corrélation quand on a à la fois et la lumière et le stress hydrique. Je voulais juste étendre d'un point, parce que c'était sur ton même slide. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que pour les fruitiers, on a aussi on a des phénomènes qui sont différents, parce que l'ennui, c'est que le fruit peut pas respirer, il peut pas transpirer comme une feuille. Non, je crois pas.
Sur les fruits, on a quelque chose qui est complètement différent, puisqu'on est sur des stades d'initiation de la floraison, de perte des fruits après la floraison, etc., d'éclaircissage naturel des fruits. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué à prédire. Et finalement, ce qui va faire l'ajustement final, c'est le calibre du fruit. C'est-à-dire que si on a peu de fruits, on aura des gros calibres, ce qui est bon pour la commercialisation. Si on a beaucoup de fruits, si on a trop de fruits, on va avoir des petits calibres. Et en fait, il y a un espoir chez les arboriculteurs fruitiers, c'est que les arbres à l'ombre s'éclaircissent naturellement et qu'on évite le travail d'éclaircissage qui coûte et qui conduit, si on ne le fait pas, à des petits calibres. Donc c'est un peu plus compliqué de ce point de vue-là. Je vais juste prendre l'occasion, c'est que je voulais, par rapport à l'azote dans les plantes à l'ombre, c'est effectivement complètement général, on a ça en agroforesterie depuis très longtemps. C'est plutôt globalement un effet de dilution, c'est-à-dire qu'en fait, les plantes à l'ombre ont une biomasse légèrement inférieure, avec un prélèvement d'azoté quasiment le même. Et donc, on a une concentration en azote plus élevée, y compris chez des graminées qui ne fixent pas l'azote. Donc, ce phénomène-là, on le connaît assez bien. Et en gros, c'est une utilisation de l'azote qui est intéressante parce que ça évite les pertes d'azote du sol. Les plantes mobilisent l'azote et le conservent. Voilà, mais c'est un détail. Merci Christian, et la parole est à toi. Merci beaucoup Maxime. Merci. On peut encore applaudir Christian Duprat et Catherine Picon-Cochard. Merci beaucoup.